Imaginez-vous en l'an 900. Vous n'êtes pas un guerrier couvert de cicatrices, mais un jeune viking soucieux de la façon dont les autres vous perçoivent. Votre quête n'est pas de brandir l'épée, mais de séduire avec subtilité, en soignant chaque détail. Et ici, votre arme secrète n'est pas l'acier, mais le corps lavé, coiffé et prêt à impressionner. Ce soir, nous allons explorer ensemble un univers bien différent des clichés. Un monde où le savon devient un outil politique, où la poésie se mêle à la loi et où l'hygiène trace la frontière entre la honte et le prestige. Si vous aimez ce type de voyage dans le passé, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime, seulement si cela vous plaît vraiment. Car avant de briser les idées reçues, il faut d'abord regarder d'un peu plus près l'étonnant paradoxe de la propreté viking. Chapitre 1. Le paradoxe de la propreté viking. L'image la plus répandue des vikings reste souvent celle de guerriers hirsutes, sales et tachés de sang. Pourtant, dès que l'on compare cette vision aux indices laissés par l'archéologie et les chroniques médiévales, un contraste surprenant se dessine. Les Scandinaves fabriquaient et utilisaient régulièrement du savon, composé de graisse animale et de cendres. Beaucoup d'entre eux se lavaient au moins une fois par semaine, d'après les textes et les fouilles, même si la fréquence pouvait varier selon les saisons ou les conditions de vie. Pour l'époque, cela représentait un rythme exceptionnel. Alors que la plupart des Européens voyaient le bain comme un luxe superflu, une perte de temps, ou même un danger pour la santé, les Vikings entretenaient une relation particulière avec l'eau. Leurs voisins, anglo-saxons et francs, les observaient avec étonnement. Des écrits médiévaux rapportent que les moines anglais se plaignaient de voir les Danois séduire plus facilement les femmes locales grâce à cette attention portée à la toilette. Un chroniqueur du IXe siècle écrivait même que les Scandinaves se lavaient et changeaient de set de vêtements beaucoup trop souvent, donnant ainsi l'impression trompeuse d'appartenir à une noblesse raffinée. Imaginez la différence. Un paysan saxon portant la même tunique imprégnée de sueur pendant des mois pouvait soudain se sentir bien fade face à un homme du Nord propre, coiffé et vêtu de frais. Cette aisance dérangeait, car elle bousculait les codes sociaux établis. Leur savon, rustique certes, avait au moins l'avantage d'éliminer la saleté et la graisse accumulée. Il possédait aussi un petit arsenal d'outils de toilette, cure-oreilles, pinces à épiler, et surtout, ces peignes en os retrouvés dans de très nombreux sites vikings. On en a mis au jour aussi bien dans des tombes modestes en Scandinavie que dans des fouilles en Angleterre ou en Russie, preuve que ces objets voyageaient avec eux. Leur présence quasi systématique souligne combien l'apparence comptait. Avant une expédition, un mariage ou une assemblée, un viking ne négligeait pas ces détails. Derrière cette pratique se cachait autre chose qu'une simple coquetterie. L'hygiène était une affirmation de statut. Un homme libre se devait d'afficher par son corps et ses habits, son indépendance et sa dignité. À l'inverse, une apparence négligée associait immédiatement une personne à la pauvreté ou à l'esclavage. L'entretien physique marquait donc la frontière symbolique entre l'ordre civilisé et le désordre sauvage. Dans la mentalité nordique, se laver n'était pas qu'un geste pratique, c'était aussi un acte spirituel. L'eau purifiait le corps, mais aussi l'esprit, avant de rencontrer les dieux, les ancêtres ou les hommes. Les grands événements étaient bientôt précédés de rituels de lavage, qu'il s'agisse d'un mariage, d'une rencontre politique ou même d'une bataille. Loin d'être anodins, ces gestes montraient à quel point la propreté ouvrait une porte vers le monde social et spirituel. Ce détail, qui fascinait parfois leurs contemporains, alimentait aussi une forme de malaise. Comment les barbares pouvaient-ils paraître plus polis et distingués que des chrétiens établis depuis des siècles? Ainsi, l'hygiène devenait un langage silencieux, plus parlant qu'un discours. Un viking qui brossait soigneusement ses cheveux ou choisissait son peigne avant de se rendre à une assemblée ne le faisait pas seulement pour séduire. Il rappelait à tous qu'il maîtrisait son image, qu'il contrôlait sa place dans la hiérarchie de son monde. Ces gestes banals étaient en réalité chargés de symboles et de pouvoir.
Ce mélange d'esthétique et de stratégie ne se limitait pas aux terres scandinaves. Là encore, les objets retrouvés dans les tombes et les sols foulés par les Vikings nous révèlent un détail frappant. Là où les armes se font parfois rares, les outils de toilette ne manquent presque jamais. Leur diffusion à travers l'Europe montre qu'ils portaient avec eux un idéal de respectabilité, autant qu'un mode de vie. Alors, pourquoi ce soin quotidien avait-il une telle portée politique? Et surtout, que pouvait-il représenter dans un monde où la saleté restait la norme? Gardez cette question à l'esprit, car elle éclaire un autre aspect étonnant. La propreté n'était pas qu'une vertu morale ou un privilège social. Elle s'avérait aussi être un instrument de séduction redoutable. Chapitre 2. Le savon, arme de séduction massive. L'Europe du IXe siècle baignait dans une atmosphère lourde et saturée d'odeurs. Dans la plupart des régions, l'eau inspirait plus de crainte que de confiance. On pensait qu'elle ouvrait les pores et laissait entrer les maladies. Les bains publics hérités de Rome avaient presque disparu, et l'hygiène se résumait souvent à un rinçage des mains ou du visage. C'est dans ce monde de poussière, de vêtements jamais lavés et de sueur incrustée que les Scandinaves faisaient leur apparition, avec des habitudes qui pouvaient sembler déroutantes. La différence était visible dès le premier regard. Un paysan franc ou anglo-saxon gardait les mêmes habits pendant des mois, jusqu'à ce que le tissu se déchire de lui-même. Sa peau était couverte de couches de saleté accumulées. À côté de lui, un viking qui se lavait régulièrement avec son savon rudimentaire paraissait appartenir à un autre monde. Ce contraste corporel et olfactif suffisait pour marquer les esprits, et il ne passait pas inaperçu. Les récits médiévaux laissent percevoir ce mélange d'attraction et d'hostilité. Plusieurs chroniqueurs anglais soulignent avec amertume la propreté et la mise en ordre des hommes du Nord. L'un d'eux, au ton particulièrement agacé, se plaint que les Danois se lavent trop souvent, qu'ils se changent de vêtements plus qu'il n'est convenable, et qu'ils en viennent à plaire aux femmes locales. Mais à travers cette réprobation, on devine bien que leur aspect soigné produisait un effet immédiat, bien différent de celui des populations locales. Certains passages suggèrent même que cette propreté alimentait des tensions sociales. En Angleterre, les textes ecclésiastiques condamnaient parfois les unions mixtes, mais il ne s'agissait pas de bannir systématiquement ces mariages. Ces réactions traduisent surtout un malaise devant l'attrait réel et difficile à contenir que suscitaient ces étrangers venus du Nord. La propreté devenait alors un objet de suspicion, autant qu'un outil de séduction. Le savon artisanal jouait un rôle central dans cette mise en valeur. Fabriqué à partir de cendres et de graisses animales, il était loin d'être parfumé, mais il nettoyait efficacement. Les ablutions hebdomadaires, ou parfois plus fréquentes selon les circonstances, suffisaient à distinguer les Vikings dans un monde où le savon restait méconnu. Cet usage régulier reflétait une discipline qui renforçait leur réputation d'hommes capables de se contrôler. Leur souci de l'apparence allait au-delà du simple lavage. Des peignes en os travaillés, des rasoirs métalliques, des cure-oreilles et des petits outils de toilette parsèment aujourd'hui les collections archéologiques. Ces objets figurent parmi les découvertes les plus communes dans les tombes scandinaves, qu'il s'agisse de chefs prestigieux ou de simples fermiers. Le soin porté à ces accessoires montre que l'hygiène accompagnait chaque expédition, chaque voyage, même les plus lointains. Les effets de cette attention ne se limitaient pas à séduire. Une apparence soignée envoyait un signal clair aux autres. Discipline, richesse, prospérité, capacité à entretenir une maison. Dans un univers où l'odeur et l'état des vêtements servaient de langage invisible, l'image d'un viking propre et soigné devenait une véritable stratégie. Selon certains chercheurs, cette différence aurait même facilité l'intégration sociale dans les territoires conquis, en rendant ces étrangers moins inquiétants aux yeux des populations locales. Les sagas nordiques confirment cet idéal. Elles décrivent volontiers des héros à la chevelure entretenue, vêtus de tissus nets, où la propreté devient l'emblème d'une virilité civilisée. L'homme honorable se montre propre et bien habillé. Le négligé, lui, évoque la pauvreté, l'esclavage ou le monde sauvage. Cette image, transmise par la poésie et les récits, prolonge la fonction séduisante du savon dans l'imaginaire collectif. Au fond,
Cette hygiène méthodique offrait aux Vikings une manière subtile de gagner du terrain dans les relations humaines. Mais elle ne se limitait pas à séduire le regard ou flatter l'odorat. Elle préparait aussi à des moments bien plus intimes, où l'eau, le savon et le corps prenaient une signification particulière, presque rituelle. C'est là que l'histoire de la toilette viking prend un nouveau tournant. Chapitre 3. Rituel de purification avant l'amour. Pour les Scandinaves, le lavage avant l'amour n'était jamais un geste banal. Avant une rencontre amoureuse ou intime, les ablutions tenaient une place essentielle. L'eau ne servait pas qu'à nettoyer la peau. Elle préparait l'esprit, marquait une coupure nette avec le quotidien et conférait une dignité immédiate au moment attendu. Les sagas en donnent de nombreux exemples. L'homme courtois et désireux de séduire devait apparaître lavé, les cheveux ordonnés, les mains propres. Selon les textes, certains ne se contentaient pas d'un simple rincement. Ils plongeaient dans l'eau froide des rivières ou utilisaient de petites vasques prévues pour l'occasion. Ce geste, répété, montrait à la femme que ses intentions étaient sérieuses et qu'il respectait les codes en vigueur. Se présenter négligé aurait été perçu comme insultant, surtout devant une partenaire de haut rang. Les fouilles archéologiques confirment ce souci. Dans plusieurs sépultures féminines d'importance, on a découvert des contenants à parfum et des accessoires de toilette. Ils disent autant de l'usage de la défunte que de la symbolique du rituel qui précédait l'union. La propreté corporelle ouvrait un passage pour que les esprits se rencontrent, et elle venait rappeler qu'un mariage, ou même une rencontre amoureuse, ne se résumait pas à l'attrait physique, mais relevait aussi d'un ordre social et presque sacré. Le même cadre se retrouvait dans les grandes occasions collectives. Festins, noces et assemblées demandaient une préparation minutieuse. Avant d'entrer dans la salle ou de prendre place dans le cercle, chacun se lavait. Ces ablutions, parfois pratiquées ensemble mais dans des espaces distincts pour hommes et femmes, renforçaient l'appartenance au groupe. En se purifiant, on montrait son respect pour l'événement et pour les autres convives. Une discipline partagée qui impressionnait les observateurs étrangers. Certains chroniqueurs décrivent la scène avec étonnement. Les participants frottaient tout leur corps de ce savon à la cendre et à la graisse, fiers de cette rigueur. L'eau, en s'écoulant, semblait emporter les tensions quotidiennes. Un tel usage contrastait avec les cultures où l'on négligeait largement le corps. Ces bains avaient aussi un arrière-plan spirituel. Les sources mentionnent parfois des gestes accompagnés d'incantations discrètes ou des runes tracées à l'eau. Le lavage devenait alors protection contre les influences néfastes, comme une invitation silencieuse faite aux divinités d'accorder leur bienveillance. De manière simple, l'eau purifiait le corps devant les dieux et rendait chacun digne d'affronter ceux qui venaient, qu'il s'agisse d'une union, d'une fête ou d'une épreuve. Les traces matérielles appuient ce rôle collectif. Autour de sites d'assemblée ont été retrouvées des structures associées aux bains, placées à proximité des lieux cultuels. Les pierres runiques elles-mêmes montrent parfois des scènes de purification, preuve que ces gestes avaient valeur publique et rituelle. L'acte n'était donc pas caché, mais assumé comme une préparation officielle. Même la politique n'échappait pas à cette logique. Avant de négocier un traité ou une alliance, les chefs respectaient le passage obligé de la toilette. Un dirigeant mal préparé aurait paru indigne et perdait en crédibilité, car son corps devenait signe de son sérieux et de son autorité. Ces pratiques variaient selon les régions, mais l'idée centrale restait identique. Se purifier avant un événement majeur, qu'il s'agisse de mariage, de combat ou de discussion politique. À chaque fois, l'eau et le savon marquaient le passage vers une autre scène de la vie sociale, en distinguant ce qui relevait de l'ordinaire et ce qui appartenait à l'honneur. Reste à savoir, cette propreté, que révélait-elle vraiment aux femmes qu'il fallait convaincre? Chapitre 4. Poésie et consentement. La séduction, pour les Vikings, ne passait pas uniquement par le corps. Les mots avaient leur propre pouvoir,
surtout dans l'art raffiné de la poésie skaldique. Ce genre poétique, extrêmement codifié, fonctionnait presque comme un langage secret. Chaque métaphore, appelée kenning, portait un sens précis, et on ne pouvait pas se limiter à dire « tu es belle ». Il fallait comparer les cheveux à des fils d'or tissés par les Nornes, ou évoquer la rougeur d'un visage, comme le feu des joues. Ces images, parfois étranges pour nous, étaient immédiatement compréhensibles pour leurs contemporains. Les skalds, les poètes professionnels, passaient des années à apprendre ces codes. Ils mémorisaient des centaines de kennings et savaient les combiner avec virtuosité. Même les hommes ordinaires, s'ils espéraient séduire, devaient montrer un minimum d'adresse. Un bon poème prouvait plus qu'un sentiment. Il témoignait d'intelligence, de maîtrise culturelle et d'un esprit affûté. Dans la saga de Cormac, par exemple, on trouve des vers où une femme est décrite comme l'arbre qui porte les bijoux du bras, autrement dit une belle parée de bracelets. Cette subtilité avait pour fonction d'éblouir autant que d'émouvoir. 2 ou 3 images bien trouvées pouvaient suffire à élever un prétendant au-dessus de ses rivaux. Mais jouer avec les mots était une arme à double tranchant. Comme souvent dans cette société où la réputation déterminait la valeur d'un individu, mal manier la poésie pouvait être fatal pour l'honneur. Un poème maladroit, ou perçu comme trop direct, déclenchait raillerie et mépris. Au contraire, une composition réussie circulait de bouche en bouche, renforçant la renommée de son auteur, presque autant qu'une victoire à l'épée. La maîtrise verbale avait donc un poids social comparable à la richesse matérielle. Dans un monde sans imprimerie, et où la mémoire collective faisait office d'archive, la poésie devenait un outil de construction de statut. Ce pouvoir des mots était aussi étroitement surveillé. Les lois islandaises, rassemblées plus tard dans le Gragas, ne bannissaient pas toute poésie amoureuse, mais elles interdisaient clairement les vers diffamatoires ou obscènes. Ces règles visaient à protéger la réputation. Un poème public insultant pouvait salir un nom bien plus durablement qu'une simple rumeur de voisinage. Composé sur une femme sans son accord explicite exposait à des poursuites, voire à des représailles violentes. Mais tant que le ton restait neutre ou respectueux, la poésie circulait librement. On voit là à quel point les Scandinaves considéraient le langage comme une force sociale capable d'élever ou de briser une personne. Les femmes n'étaient pas seulement des objets de ces vers, elles pouvaient aussi répondre. Certaines sources rapportent des cas où une destinataire trop sollicitée renvoyait un poème moqueur, démasquant la maladresse de son prétendant. Ce jeu verbal révélait la place centrale du consentement. Accepter d'être chanté, c'était accepter de figurer symboliquement dans cette danse. Refuser ou tourner en dérision les vers revenait à fermer la porte avec éclat, condamnant l'autre au ridicule. Selon les sagas, certaines femmes rivalisaient elles-mêmes d'adresse, prouvant dans leur propre composition qu'elles n'avaient rien à envier aux hommes. Enfin, il faut rappeler que dans ces sociétés, la nature servait d'inspiration première. Comparer une femme à un cygne glissant sur l'eau, à une source claire ou à un arbre souple ne s'arrêtait pas à l'éloge esthétique. Cela signifiait douceur, pureté ou force de caractère. Ces images simples, choisies avec soin, portaient une charge symbolique que chacun pouvait saisir. Leur efficacité venait de leur brièveté et de leur clarté, des qualités qui faisaient toute la différence dans la performance orale, là où chaque mot comptait. Ainsi, la poésie amoureuse en pays viking n'était ni un simple amusement, ni un excès d'érudition. C'était un art socialement risqué, lourd de conséquences, où le talent verbal valait monnaie d'échange, et où le consentement dictait la limite du jeu. Mais cette joute poétique n'était pas à sens unique. Les destinataires, loin d'être de simples spectatrices, savaient de mobiliser leur propre voix et faire entendre leur jugement lorsque les paroles franchissaient une ligne. Chapitre 5. Les femmes vikings et leur pouvoir de réponse. Si vous étiez une femme libre dans le monde scandinave, votre voix avait un poids considérable. Les vikings ne voyaient donc pas les femmes uniquement comme des épouses à marier, ou des filles à protéger, mais comme des personnes dotées de droits concrets. Vous pouviez hériter, divorcer, gérer vos terres et vos biens. Cette autonomie variait selon les régions. En Islande, par exemple, les femmes semblaient jouir d'une marge d'indépendance plus large qu'au Danemark,
où l'organisation sociale demeurait plus hiérarchisée. Mais partout, vos choix amoureux n'étaient jamais pris à la légère. Dans le jeu de la séduction, le refus féminin était une force sociale en soi. Les sagas nous laissent donc des scènes, souvent stylisées mais révélatrices. Dans la saga de Alfred, une certaine Kolfinna se moque publiquement d'un poète trop insistant, en tournant son vers en ridicule devant l'assemblée. Le rire de la foule faisait bien plus de mal que n'importe quelle épée. La honte détruisait la réputation du prétendant. Ces anecdotes, même si elles relèvent d'une mise en scène littéraire, traduisent l'importance de la parole féminine, dans un monde où l'honneur faisait office de monnaie. Ce droit de réponse prenait des formes multiples. Certaines femmes maniaient l'ironie, d'autres adoptaient une froideur calculée. Dans la saga de Njal, Halger repousse un homme, en affirmant préférer la compagnie de son chien. Ces quelques mots, lancés devant témoins, suffisaient à anéantir toute prétention masculine. Vous pouvez imaginer l'effet. Dans une société où chacun vit sous le regard des autres, une phrase bien placée pouvait ruiner une réputation plus sûrement qu'un duel. Et si un homme persistait malgré un refus clair, la loi scandinave offrait des recours. Vous pouviez déposer plainte. Un soupirant trop obstiné risquait des amendes considérables, voire une perte publique d'honneur. C'était déjà un harcèlement reconnu et sanctionné, bien avant que ce mot ait notre sens moderne. Cette protection légale expliquait pourquoi les femmes n'étaient pas obligées de subir les sollicitations en silence. La réponse féminine ne passait pas toujours par une confrontation directe. Selon votre tempérament, vous pouviez en appeler à vos proches ou demander que l'affaire soit traitée officiellement par la famille. Cette formalité ralentissait le processus et vous permettait de mobiliser des alliés. Dans d'autres cas, un simple messager pouvait porter votre désintérêt, évitant l'humiliation directe tout en fixant une limite nette. Ces stratégies témoignent d'une véritable sophistication sociale. Il ne s'agissait pas seulement de dire non, mais de le faire dans les codes du moment, sans déclencher d'escalade. Les femmes mariées adoptaient d'autres moyens encore. La saga d'Egil raconte qu'une épouse, harcelée par un admirateur, organisa une mise en scène en conviant son mari coléreux. La seule apparition de ce dernier, armé, écarta toute tentative future. Ses réponses, parfois indirectes mais efficaces, marquent la volonté de préserver l'équilibre social, tout en protégeant la réputation féminine. Même la poésie servait d'arme de riposte. Vous pouviez répondre vers pour vers, renvoyant l'assaillant à sa propre maladresse. Certaines strophes préservées montrent un échange où la femme ne se contente pas de subir. Elle retourne l'arme verbale contre l'adversaire. Dans ce domaine, un esprit vif permettait autant de briller que de protéger son intégrité. Les veuves représentaient un cas à part. Installées dans leur propre maison, elles avaient plus de liberté que les jeunes filles ou les épouses. La saga des gens du Val-au-Saumon raconte comment une veuve utilisa un cadre déplaisant, une salle sombre et enfumée, pour décourager ses prétendants. Elle les repoussait ainsi sans un mot, parfois en les ignorant délibérément. Ce qui, dans cette société fondée sur la reconnaissance publique, équivalait à un coup porté à leur fierté. Cette capacité à dire non n'était pas seulement une question de caractère, mais de statut et de solidarité. Les mères guidaient à leurs filles, protégeaient leur réputation et fermaient parfois la porte à des prétendants importuns. Derrière chaque stratégie individuelle, il existait une communauté attentive, prête à défendre l'honneur collectif. Mais refuser n'était jamais sans risque. Certains hommes humiliés se tournaient vers la vengeance, rallumant de vieilles querelles entre familles. Plusieurs sagas s'ouvrent ainsi sur une femme qui repousse un prétendant trop ambitieux. Ces conflits rappellent que le refus féminin était reconnu, mais pas toujours accepté sans conséquence. Pourtant, tout au long des textes et jusque dans les découvertes archéologiques, on retrouve des traces de ce pouvoir. Dans certaines tombes féminines, des clés de maison, des broches richement ornées et même parfois des armes accompagnent les défunts. Ces objets suggèrent bien plus qu'un rôle domestique. Ils incarnent l'autorité, la gestion du foyer et le droit de choisir son avenir. En fin de compte, si vous étiez une femme libre dans le monde viking,
Votre réponse comptait autant que les vers composés par vos prétendants. Dire oui ou non était un geste qui engageait la réputation, la famille et parfois la paix elle-même. Et ce droit à la parole, cette marge de manœuvre dans l'espace privé, prenait tout son poids lorsque l'on pense à un autre aspect fondamental de leur quotidien. Comment, dans une société où tout se vivait en communauté, trouver les conditions d'une vraie intimité. Chapitre 6. L'intimité dans les longues maisons. Dans ces maisons longues, où se concentrait la vie viking, l'intimité relevait d'un exercice délicat. Ces grandes structures en bois et en tourbe abritaient, sous un même toit, la famille, les serviteurs et parfois même le bétail, tous organisés autour d'un seul volume, partagés entre un foyer central qui diffusait chaleur et fumée, et des bancs de bois qui servaient à la fois de siège, de lit et de coffre. Avec environ 15 à 30 mètres de long pour 5 à 7 mètres de large, chaque habitation ressemblait davantage à une salle commune qu'à un lieu de vie privé. La nuit, chacun trouvait place sur ses longues banquettes, recouvertes de paillasses ou de fourrures. Les familles modestes dormaient côte à côte. Parents, enfants et domestiques allongés ensemble. Parfois même quelques animaux. De simples tentures pouvaient faire office de séparation. Mais elles n'offraient qu'un semblant d'isolement. Dans les demeures de chefs, les fouilles révèlent parfois des cloisonnements intérieurs ou de petites alcôves fermées, comme à Jarlshof en Écosse. Mais même ces espaces mieux définis laissaient circuler bruits et odeurs. Les parois n'allaient pas jusqu'au toit, et chacun voyait ou entendait ce qui se passait autour. Les sagas décrivent cette promiscuité sans détour. Dans la saga d'Egil, une jeune femme avoue qu'elle doit patienter jusqu'à ce que toute la maison sombre dans le sommeil, avant de rejoindre discrètement son amant. Même les époux, pourtant légitimes, ne disposaient pas de véritable intimité. Les disputes conjugales résonnaient au milieu de la maisonnée et devenaient souvent affaire publique. Le feu central, indispensable pour cuisiner et se chauffer, était aussi un point de rassemblement permanent. Hommes, femmes et enfants y passaient leur journée, occupés aux travaux ordinaires, sous le regard constant des autres. Quelques stratégies permettaient de contourner ces contraintes. Les amoureux choisissaient des moments ou des lieux éloignés du groupe. Sorties pour l'eau, trajets vers les granges, petits bois avoisinants. Si ces rendez-vous permettaient de se soustraire au regard, ils demeuraient risqués. Être surpris pouvait déclencher moqueries, conflits de réputation, voire certaines obligations matrimoniales. L'hiver, ces nuits interminables, offraient plus de couverts. La pénombre, associée au ronflement d'une maison entière endormie, cachait parfois des gestes rapides ou des souffles partagés sous une même peau. Les sagas mentionnent de jeunes gens glissant discrètement sous des couvertures communes, profitant de ce chaos ordonné pour s'accorder des instants volés. Les maisons de notables montraient quelques tentatives d'aménagement plus élaborées. Les fouilles de Borg, dans les Lofoten, ont mis au jour des espaces réservés aux hôtes, délimités par des cloisons mobiles. Les propriétaires aisés possédaient parfois des lits surélevés, plus confortables, garnis de laine et de fourrures précieuses. Certains étaient entourés de rideaux, offrant à la fois chaleur et discrétion. À l'inverse, les domestiques se contentaient de couchage au ras du sol, sans séparation possible. Cette hiérarchie de la literie soulignait que l'intimité demeurait d'abord un privilège lié au statut. D'autres traces révèlent une débrouillardise constante. Coffres alignés pour masquer un recoin, pots tendus entre deux bancs, petites niches creusées dans l'épaisseur des murs. Rien ne garantissait le secret, mais chacun cherchait à préserver quelques instants de retrait. Vers la fin de l'âge viking, on observe même des évolutions dans l'architecture. Certaines longues maisons s'agrémentaient d'espaces latéraux, comme à Trelleborg, créant de petites pièces annexes consacrées à des usages plus privés. Ces innovations ne bouleversaient pas le quotidien, mais indiquaient un besoin persistant de séparer un peu la vie commune de la vie intime. À cela s'ajoutaient des règles sociales strictes. Une fille surprise à l'écart avec un garçon risquait aussitôt les soupçons et les commérages. Les assemblées familiales surveillaient, les voisins commentaient. Chaque baiser échangé ou main furtivement posée avait valeur de défi au regard collectif.
Dans ce cadre où la proximité nourrissait solidarité et contrôle, chaque geste intime devenait une petite victoire sur l'espace partagé et la surveillance mutuelle. Comment, alors, négociait-on une vie privée dans un espace si commun? Cette question ouvre sur une autre réalité. Au sein de cette promiscuité quotidienne, une part essentielle de la vie affective et sexuelle reposait aussi sur des savoirs plus discrets, portés par les femmes elles-mêmes. Chapitre 7. Contraception et savoir féminin. Parler d'amour dans ces maisons sans murs, c'était aussi parler de son corps. Et sur ce point, les femmes nordiques détenaient une forme de savoir que les hommes ignoraient presque totalement, la maîtrise des naissances. Contrairement à l'image d'une maternité imposée en continu, elles utilisaient des moyens visant à espacer ou à prévenir les grossesses. Ces techniques discrètes, transmises de mère en fille ou entre guérisseuses, mêlaient observation du corps, connaissance des herbes et parfois pratiques rituelles. Certaines plantes locales semblent avoir joué un rôle. Le genièvre, particulièrement commun en Scandinavie, apparaîtrait dans plusieurs résidus étudiés sur des poteries. Dans d'autres cas, des graines de carottes sauvages, broyées et mélangées à de l'hydromel, auraient servi à préparer des breuvages pris juste après l'acte sexuel. Les archéologues ont retrouvé de petits sachets contenant des herbes séchées dans des tombes féminines, interprétées comme des traces de ces usages. Selon des études modernes, ces préparations pouvaient avoir un effet contraceptif, mais leur efficacité réelle reste incertaine et largement débattue. Ce savoir reposait aussi sur l'observation attentive des cycles naturels. On scrutait la lune, on notait ses propres rythmes corporels, et l'on ajustait les dosages en fonction. Une mesure trop faible rendait le remède inutile. Une dose excessive pouvait devenir dangereuse. Pour faciliter la mémoire, ces recettes circulaient souvent sous forme de chants ou de poèmes, faciles à transmettre dans une culture surtout orale. Ces procédés rendaient la connaissance accessible, mais protégeaient en même temps son caractère secret, réservé aux femmes. D'autres méthodes complétaient l'usage des plantes, comme l'emploi d'éponges naturelles imbibées de vinaigre introduites avant le rapport, ou encore certaines positions censées réduire les chances de conception. On évoque également l'allaitement prolongé. Beaucoup savaient qu'en nourrissant un enfant au sein pendant plusieurs années, le retour des menstruations et donc la fertilité était retardé. Ce mélange d'empirisme, d'intuition corporelle et de pratiques transmissibles offrait aux femmes un éventail de moyens adaptés à leur quotidien. Les résultats restaient partiels. Certaines estimations modernes évoquent une efficacité d'environ 60 à 70% pour les meilleures préparations connues. Mais ces chiffres doivent être pris avec prudence. Ils ne représentent qu'une reconstruction théorique à partir d'études contemporaines. Malgré cette incertitude, la moindre possibilité d'espacer les naissances constituait déjà un atout majeur dans une société où chaque grossesse entraînait un risque vital. Ce savoir n'était pas considéré comme universel. Les textes médiévaux parlent parfois du « secret des femmes », laissant entendre que les hommes en étaient largement exclus. Quelques sagas mentionnent des guérisseuses capables de fermer le ventre ou d'ouvrir les fleurs, formule poétique qui désigne sans doute ces interventions. D'autres sources évoquent aussi des amulettes ou des incantations à base de phases lunaires ou de prières discrètes, brouillant la frontière entre médecine et magie. Les risques accompagnaient toujours ces pratiques. Les plantes utilisées pouvaient causer des hémorragies graves si elles étaient mal dosées. Mais plutôt que de dramatiser, les sagas en parlent presque avec retenue, comme si ces dangers faisaient partie d'un équilibre accepté. Les femmes savaient qu'il fallait naviguer dans une zone fragile, où le savoir et la prudence protégeaient tant la vie, autant qu'ils la mettaient parfois en péril. Ces méthodes concernaient aussi bien les femmes libres que les esclaves. Dans certaines fermes, les maîtresses fournissaient des préparations à leurs servantes, afin d'éviter des grossesses jugées indésirables. Ce geste, au-delà du contrôle des naissances, révélait une gestion plus large de la réputation et des charges familiales. Même la religion ne s'en tenait pas à un silence total. Dans certaines invocations à Freyja, déesse de l'amour et de la fertilité, on trouve des prières demandant aux divinités de choisir le moment. Cela montre que cette pratique n'était pas perçue comme un tabou absolu.
mais comme un domaine où l'on pouvait chercher l'appui divin. L'arrivée du christianisme, en revanche, transforma ces savoirs en pratiques condamnées, vite qualifiées de païennes. Malgré cela, les traditions persistèrent dans l'ombre, preuve de leur importance réelle dans l'expérience quotidienne des femmes. Ces gestes, ces herbes et ces incantations rappellent que la sexualité viking n'était pas seulement destinée à la reproduction. Elle se pensait aussi comme un espace de décision, de choix et parfois de liberté. Et dans ce monde où le corps était lié à l'honneur, les croyances collectives se montraient capables d'admettre des formes de contrôle et d'ambiguïté. Or, ces ambiguïtés ne s'exprimaient pas seulement dans les pratiques médicales ou magiques. Elles se retrouvaient aussi, de manière frappante, dans les récits des dieux eux-mêmes. Chapitre 10. Les dieux et la fluidité des genres. La mythologie nordique conserve des récits où les rôles de genre ne sont jamais figés. Parmi les dieux, Loki incarne le plus clairement cette fluidité. Esprit farceur capable de métamorphose, il se change en jument pour séduire un étalon et enfante Sleipnir, le cheval à 8 pattes, qui deviendra la monture d'Odin. Ce n'est pas une anecdote marginale, Loki traverse plusieurs histoires, embrouillant volontairement les frontières entre masculin et féminin. D'autres figures divines contribuent à cette remise en question. Freyr, dieu de la fertilité et symbole de prospérité agricole, incarne d'ordinaire une virilité abondante. Pourtant, lorsqu'il renonce à son épée, objet masculin par excellence, pour obtenir la main de la géante Gerdre, il montre que l'amour peut primer sur les attributs guerriers. À travers ce geste, le dieu de la fécondité illustre une forme de puissance qui ne repose pas sur la force militaire, mais sur la capacité à négocier, céder et créer un lien. Quant à Odin, chef suprême des Ases, il trouble lui aussi les normes. Maître du savoir et de la magie, il pratique le saïdre, art rituel associé aux femmes et parfois méprisé par les hommes. Loki, toujours prompt à provoquer, ne manque pas de le railler pour cette faiblesse, en insinuant que se comporter comme une voyante le dégrade. Mais Odin persiste. Il choisit la connaissance, même si elle implique un franchissement de codes considérés comme féminins. Cette attitude souligne que, pour lui, l'accès à la sagesse justifiait de passer au-delà des catégories sociales du genre. Les Valkyries, ces figures souvent mises en avant, brouillent elles aussi les lignes. Guerrières armées, elles choisissent les morts au combat, rôle réservé aux hommes dans la société humaine. Mais, une fois au Valhalla, elles reprennent des gestes plus liés à la féminité en servant l'hydromel aux guerriers. Leur double fonction montre une souplesse permanente, combattante et maîtresse de maison divine à la fois. La mythologie ne se limite pas aux dieux. Les géants, ou Jötnar, participent à ce jeu mouvant. Angerboda, géante et prophétesse, unit sa force à Loki pour enfanter des monstres qui défient l'ordre établi. Elle n'incarne ni douceur maternelle, ni puissance purement masculine. Son rôle échappe à tout classement. De la même manière, Thor lui-même accepte parfois des rôles inattendus. Dans un poème de Leda, il se déguise en marié pour récupérer son marteau volé. Le plus viril des dieux adopte alors symboliquement un rôle féminin, non sans humour, pour accomplir sa mission. Ces passages, transmis par une poésie codifiée, rappellent à quel point la mythologie scandinave laissait place à des identités souples. Les lois médiévales elles-mêmes trahissent cette complexité. Certaines interdisent d'insulter un homme en le qualifiant de féminin, un signe que la frontière n'était pas si évidente et qu'il fallait l'encadrer juridiquement. On comprend mieux pourquoi, dans les sagas, on rencontre aussi bien des femmes dirigeant des fermes ou des expéditions que des hommes maniant la magie sans honte. L'archéologie corrobore ce tableau. Des tombes révèlent des femmes enterrées avec des armes et des hommes avec des parures de bijoux. Rien ne prouve que ces choix provoquaient scandale. Cela paraît au contraire accepté comme une part de l'ordre des choses. Dans ce monde, les objets ne fixaient pas une identité unique. Ils reflétaient surtout les fonctions et les histoires personnelles. Cette fluidité se retrouve jusque dans les motifs artistiques. Entre là, figures doubles, symboles où masculin et féminin s'entrelacent, sans rupture. Les Scandinaves percevaient moins les catégories comme opposées que comme complémentaires. Même certains observateurs étrangers, comme Ibn Fadlan, décrivent donc les marchands du Nord
sans marquer de distinction rigide selon le sexe, notant surtout leurs compétences pratiques. On voit alors que pour les Vikings, si les dieux eux-mêmes changeaient de rôle, pourquoi l'humain se serait-il enfermé? Cette souplesse offrait une marge dans la vie quotidienne, rendait possible une diversité de pratiques et d'identités. Mais avec le christianisme, les catégories se durciront. La division stricte entre sexes finira par s'imposer, effaçant en partie ces nuances. Reste que dans l'univers païen, l'essentiel n'était pas d'incarner une masculinité ou une féminité immuable, mais d'assumer efficacement son rôle, quelle que soit sa forme. C'est là que se révèle une autre notion centrale dans la culture nordique, l'honneur, ce critère décisif qui dépassait de loin la question du genre. Chapitre 9. L'honneur et la virilité. Chez les Vikings, la virilité ne se définissait pas par les conquêtes amoureuses, mais par la solidité d'une vie entière. Ce qui comptait, c'était la valeur prouvée, exploits accomplis, fidélité à sa parole, capacité à défendre sa famille et sa maison. L'honneur fonctionnait comme une monnaie invisible, un capital social plus puissant que la richesse ou l'apparence. Le perdre revenait à disparaître aux yeux de la communauté, une honte rarement rattrapable. Tout homme devait se montrer à la hauteur des codes établis, tenir ses serments, respecter les règles de l'hospitalité, défendre les siens sans faiblesse. Celui qui fuyait ses obligations était appelé un Nidanger. Le terme désignait la pire des infamies. Une lâcheté extrême, entraînant exclusion sociale, un statut héréditaire qui marquait même les descendants. C'était plus qu'une insulte, c'était une condamnation publique, annulant l'individu en tant qu'homme socialement valable. Les sagas multipliaient les récits pour insister sur cette exigence. Dans l'une d'elles, Grettir préfère vivre pendant 20 ans comme hors-la-loi, plutôt que d'accepter l'idée d'une offense non vengée. Même un tort involontaire devait recevoir compensation, sous peine de souillure durable. Cette logique explique pourquoi la vengeance, loin d'être une violence aveugle, formait une justice alternative. Il s'agissait de rétablir l'équilibre symbolique. L'un des cadres les plus connus pour régler les conflits était le Holmgang. Loin d'un simple affrontement improvisé, ce duel suivait des règles codifiées. 2 hommes se plaçaient sur une peau de bête, servant de cercle rituel, et l'issue du combat agissait comme arbitrage social. Le gagnant voyait sa cause reconnue, le perdant devait accepter la sentence, comme si elle venait des dieux. En ce sens, le duel n'était pas anarchique mais intégré aux pratiques judiciaires, comme une extension symbolique de la loi. Les querelles pouvaient pourtant s'envenimer au-delà du cadre prévu. Dans la saga de Njal, un simple désaccord sur des places d'assises lors d'un banquet finit par déclencher une chaîne de vengeance qui ensanglanta plusieurs familles. Cet exemple frappant rappelle qu'un détail apparemment mineur, un banc trop étroit, une priorité bafouée, pouvait être interprété comme une atteinte volontaire à l'honneur. Dans une société où tout geste était public, rien n'était anodin. Mais l'honneur ne se limitait pas aux exploits martiaux. Il régissait aussi la sphère économique. Un marchand devait rester honnête dans ses transactions. Tromper ses clients faisait perdre la confiance, donc la réputation. Les lois prévoyaient des sanctions financières, moins pour compenser les victimes que pour marquer publiquement la faute et purifier l'offenseur. Même dans le commerce, violer son honneur revenait à s'exclure de la communauté. Les femmes participaient pleinement à cette logique. Elles ne combattaient pas toujours directement, mais pouvaient exiger la vengeance d'une offense familiale. Certaines sagas rapportent que des épouses refusaient de préparer vêtements et provisions tant que la honte n'était pas lavée. Leur rôle consistait à maintenir la pression, rappelant aux hommes la dette morale qu'ils avaient envers leur groupe. Dans le domaine guerrier, l'honneur imposait aussi ses limites. Tuer par traîtrise, frapper un ennemi désarmé ou refuser un duel équitable salissait irréversiblement une réputation. Même au cœur du combat, un code d'éthique définissait ce qu'un homme pouvait ou non faire sans perdre sa valeur. La véritable virilité se mesurait donc à la fois au courage et au respect de règles implicites que tous reconnaissaient. Cette importance s'étendait jusqu'aux relations amoureuses. Tromper une femme avec de fausses promesses, la séduire sans intention sérieuse, se révélait déshonorant dès que la vérité éclatait. Les textes juridiques prévoyaient même des compensations dans ces cas, moins pour protéger la victime
que pour punir le mensonge de l'homme. Ce n'était pas seulement l'intimité qui était en jeu, mais le prestige d'un individu dans la communauté tout entière. Tous ne partageaient pas ce privilège. Les esclaves, dépourvus d'honneur reconnu, ne pouvaient ni insulter, ni être insultés au même titre. Cette exclusion rappelait que l'honneur restait avant tout une affaire d'hommes libres, une frontière qui définissait qui faisait partie de la communauté morale et qui en était exclu. Les gestes les plus quotidiens suffisaient à manifester l'honneur. Comment vous saluiez un supérieur? À quelle place vous vous asseyiez? Comment vous portiez un toast? Chaque détail pouvait être scruté, interprété et pesé par les autres. Les pierres runiques retrouvées en Scandinavie glorifiaient souvent les morts comme honorables, plus encore qu'elles ne mentionnent leur richesse, ce qui montre la valeur suprême attachée à ce critère. Avec la christianisation, une partie de cette logique se trouva atténuée. Le pardon et l'humilité prirent plus de place, même si les anciens codes persistèrent encore longtemps, surtout en Islande. Mais durant l'âge viking, ce qui définissait vraiment un homme n'était pas son intimité ou ses choix privés, c'était sa constance publique. Et puisque l'honneur ne se jouait pas seulement dans les combats ou les transactions, mais aussi dans la manière de tisser des liens durables, il trouvait une expression tout aussi décisive dans un autre domaine central de la vie, les mariages. Chapitre 10. Mariage et alliances politiques. Un mariage viking ressemblait rarement à une histoire d'amour spontanée. Pour beaucoup, c'était une affaire réglée comme une transaction. Pourtant, l'intensité de ces calculs variait. Chez les familles paysannes, les unions restèrent le plus souvent locales, visant à assurer une ferme, des champs ou quelques têtes de bétail. Mais parmi les élites, le mariage devenait un outil stratégique, apte à changer le destin de clans entiers. Dans ces cas, chaque détail, la dot, les héritages promis, les alliances à sceller, était scruté avec soin. La dot représentait bien plus qu'un cadeau offert à la nouvelle épouse. Lorsqu'on donnait des terres, du bétail ou des objets précieux, on scellait en réalité une relation durable entre deux familles. Ces apports rendaient le lien contractuel et presque politique. Une dot importante pouvait influencer les équilibres locaux sur plusieurs générations. Des fragments de contrats retrouvés sur des bâtons runiques témoignent de ces accords écrits, preuve d'une formalisation qui dépassait la simple coutume orale. Les négociations pouvaient durer des mois. Des émissaires circulaient entre les deux familles pour discuter des biens, des obligations et des appuis militaires potentiels. On évaluait attentivement les antécédents, le poids des propriétés et les liens déjà existants. Souvent, un chef ou un ancien jouait le rôle d'arbitre, cherchant à éviter que l'union ne ravive d'anciennes rivalités. Cette lenteur n'avait rien d'anecdotique. Elle soulignait que chaque mariage influait sur le tissu politique aussi sûrement qu'un traité. La cérémonie publique apportait une dimension encore plus forte. On ne célébrait pas seulement l'union de deux individus, mais la conclusion d'un pacte visible devant témoins. Les serments, prononcés au banquet, engageaient non seulement la parole des mariés, mais celle des familles entières. Partager le festin et l'hydromel signifiait signature officielle. Des sagas rapportent que des clans, longtemps opposés, se réconciliaient grâce à une telle union. Les femmes avaient leur mot à dire, mais de manière encadrée. Une future épouse pouvait refuser un prétendant, bien que ce refus exigeât un motif jugé recevable par la communauté. Certaines sagas mentionnent de jeunes filles qui s'opposent, provoquant tensions et disputes. D'autres récits montrent plutôt leur rôle accepté comme maillon d'une stratégie familiale. De la même manière, les hommes, surtout les chefs, subissaient des contraintes similaires. Un mariage pouvait être un outil pour éviter une guerre, parfois au prix d'un foyer mal assorti. Le contrat matrimonial encadrait aussi l'avenir. En cas d'échec, il prévoyait souvent le retour d'une partie de la dot. Les clauses traitant d'adultère ou de stérilité, résumées sobrement, visaient surtout à protéger les biens et les lignées. L'aspect juridique du mariage visait moins le bonheur personnel que la sécurisation de l'héritage et des territoires. Les alliances plus lointaines amplifiaient ce rôle. Des filles islandaises pouvaient être mariées à des chefs norvégiens ou danois, tissant des réseaux transrégionaux. Ces liens se matérialisent encore dans les fouilles. Bijoux danois reposant dans des tombes suédoises, épingles norvégiennes
découverte en Islande. Ces objets, souvent intégrés au trousseau d'épouse, marquaient à la fois son nouveau statut et ses origines. Ils sont aujourd'hui la preuve tangible de ses connexions politiques, commerciales et sociales. Les secondes noces s'inscrivaient aussi dans cette logique. Une veuve riche devenait convoitée, car l'épouser équivalait à hériter d'une position stratégique. La saga d'Egil illustre ces luttes, où des remariages redistribuent brutalement les équilibres de pouvoir. Les enfants, quant à eux, étaient des gages pour l'avenir. On les mariait à leur tour, afin d'entretenir et d'augmenter la toile des alliances. Au fil du temps, l'arrivée du christianisme modifia en partie le cadre. L'Église insista sur le consentement individuel des époux, ce qui réduisit le poids exclusif des familles. Pourtant, les stratégies de mariage demeurèrent presque inchangées. Les dots s'écrivaient dans des contrats officiels, et les unions continuaient d'être pensées comme des forces stabilisatrices. Si ces mariages pouvaient donner naissance à de vrais couples unis malgré les circonstances, la logique collective dominait toujours. Le bonheur individuel importait moins que la continuité des biens et des alliances. Et lorsque l'union ne servait plus sa fonction économique ou sociale, il existait une issue déjà prévue par les lois scandinaves. Une issue qui allait donner aux femmes une liberté inhabituelle pour l'époque. Chapitre 11. Divorce et indépendance féminine. Dans le monde scandinave, une femme libre pouvait mettre fin à son mariage de manière officielle. Le divorce faisait partie des droits reconnus par la loi, et il ne s'agissait pas d'une fuite clandestine, mais d'un acte public. La procédure exigeait d'appeler des témoins et de prononcer la séparation devant eux, parfois à la porte de la maison conjugale, parfois lors d'une assemblée locale. Selon les régions, les modalités différaient légèrement. En Islande, la démarche était relativement directe, alors qu'en Norvège, plus hiérarchisée, on demandait parfois confirmation par un membre masculin de la famille. Les motifs qui autorisaient une femme à se séparer étaient codifiés. La violence, le manquement grave aux devoirs conjugaux, l'incapacité d'un mari à nourrir ou vêtir correctement son foyer étaient des raisons légales et reconnues. Un homme coupable à ce titre risquait non seulement la rupture, mais aussi une amende. Ce cadre montre que, malgré une société globalement patriarcale, il existait des limites claires à l'abus de pouvoir conjugal. Lorsqu'une femme partait, elle emportait ce qu'elle avait apporté au mariage. Sa dot, ses cadeaux personnels, parfois une part des biens obtenus ensemble. Cette règle, inscrite dans plusieurs contrats matrimoniaux, visait à éviter les contestations. Des traces écrites islandaises en gardent mémoire, et des découvertes archéologiques, inventaires, bijoux, objets domestiques, confirment que ces séparations n'étaient pas seulement théoriques. L'exemple de Vigdis est parlant. Ce récit, venu d'Islande, rapporte qu'elle quitta son mari avec ses 5 enfants et toutes ses possessions, devant témoins, sans que son époux n'ait pu s'y opposer. Ces affaires doivent toutefois être lues comme issues de sources locales, particulièrement bien conservées au nord de l'Atlantique. Pour les hommes, les conséquences sociales étaient lourdes. Un mari répudié passait pour incapable de gérer son foyer et voyait sa réputation entamée. Résumer cette logique tient en une phrase. Perdre sa femme, c'était aussi perdre la face. Cette honte suffisait parfois à ramener un époux à de meilleures dispositions, car la menace du divorce était en elle-même une arme de régulation. La procédure gardait malgré tout un caractère ritualisé. On devait formuler les reproches devant témoins, parfois répéter la déclaration à différents moments de la journée, devant la porte de la maison, puis sur le chemin, enfin à l'assemblée. Cet enchaînement donnait au divorce le même poids qu'un contrat de mariage. Dans la plupart des cas, les enfants restaient avec leur mère, surtout s'ils étaient en bas âge, même si les garçons plus âgés pouvaient rester auprès de leur père. Cette disposition distinguait nettement la Scandinavie d'autres sociétés où la filiation passait exclusivement par la lignée paternelle. Ces séparations pouvaient s'envenimer. Lorsque la dot et les possessions représentaient un enjeu de pouvoir, familles et alliés entraient en jeu, et la rupture devenait le point de départ de querelles plus larges. La saga de Laxdela raconte ainsi qu'un divorce entraîna une vendetta qui dépassa le cercle conjugal. Les lois prévoyaient des règles, mais elles ne pouvaient pas abolir les tensions collectives. Divorcer signifiait rarement la fin de tout horizon conjugal. Une femme divorcée pouvait se remarier et parfois améliorer son statut initial.
Certaines sagas décrivent des femmes quittant un premier mari pour ensuite s'unir à un partenaire socialement plus avantageux. Cette fluidité peut surprendre dans le cadre médiéval, mais elle s'expliquait par le rôle pratique du mariage, comme alliance familiale, et non comme sacralisation indissoluble. Avec la christianisation, l'Église tenta d'imposer l'indissolubilité matrimoniale. Dans les villes, cette règle gagna en importance, mais dans les campagnes, et en Islande, les habitudes anciennes perdurèrent. Certaines femmes invoquèrent désormais des motifs religieux, un mari jugé impie, par exemple, mais poursuivaient en réalité la même liberté héritée du droit païen. Au-delà des textes, les tombes féminines renforcent ce constat. Des femmes identifiées comme divorcées ont été enterrées avec la même richesse d'objets que leurs contemporaines mariées, bijoux, outils, vaisselle, parures. La séparation ne leur ôtait pas leur statut social. La vie continuait, et souvent avec une réelle autonomie. Ce regard pragmatique sur le mariage, ni chaîne éternelle, ni simple convention passagère, révèle une société attentive à la dignité réciproque. Le divorce, loin d'être une rupture honteuse, s'intégrait dans un système où la parole, la réputation et la communauté avaient la primauté. Et dans cet équilibre fragile entre loi, rites et volontés individuelles, un autre domaine jouait aussi sur les désirs et les unions, celui des forces invisibles capables d'influencer les relations humaines. Chapitre 12. Magie et séduction. La magie entrait parfois en scène, là où la séduction ordinaire semblait insuffisante. Les Vikings croyaient à l'efficacité des pratiques magiques dans le domaine amoureux, qu'il s'agisse du seidr ou du galdre. Ces formes de rituels étaient tenues principalement par des femmes spécialistes, les vulvas, et visaient à influencer les désirs ou attirer l'attention d'une personne. Une jeune fille pouvait consulter une magicienne pour éveiller l'intérêt d'un homme. Une épouse cherchait à raviver un lien affaibli. Mais si risqué n'était jamais banal, et l'idée même de manipuler les sentiments prêtait à une profonde méfiance. Le rituel se déroulait souvent avec des chants, des formules et parfois des objets liés à la personne visée. Les sagas mentionnent l'usage de mèches de cheveux, de fragments d'ongles ou même de sang menstruel, non comme recette pratique, mais comme élément rituel censé renforcer le lien magique. La magicienne entrait en transe, croyant ainsi solliciter les forces invisibles pour orienter le destin. Cependant, plus l'opération se voulait puissante, plus la communauté craignait ses conséquences imprévisibles. Les histoires rapportées insistent justement sur cet effet de retour, presque inévitable. Dans la saga de Gunnlod, une femme engage une volva pour séduire un chef. Le charme fonctionne au-delà de toute attente. L'homme devient obsédé, en oublie ses devoirs, et sa famille finit par solliciter une autre magicienne pour briser l'envoûtement. Le récit s'achève tragiquement, puisque la première praticienne périt après avoir défié ses puissances. Ces narrations montrent que, dans la mentalité nordique, manipuler les désirs était une entreprise risquée qui pouvait se retourner brutalement contre ceux qui l'ordonnaient. Les hommes pouvaient aussi recourir au seidr, mais c'était jugé dévalorisant. La magie amoureuse, fortement associée aux femmes, engendrait la suspicion lorsqu'elle passait entre mains masculines. Même Odin, qui pratique le seidr pour accroître sa sagesse, est moqué pour ce choix, accusé de se comporter comme une femme. Dans ce monde très attentif à la réputation, un homme qui devait s'appuyer sur de tels moyens se voyait vite suspecté de faiblesse ou d'impuissance à séduire par sa seule personnalité. Il existait pourtant un autre usage, mieux accepté, les charmes de protection. Certaines formules inscrites sur des amulettes ou cousues dans les vêtements servaient à repousser des avances non désirées. Une femme harcelée pouvait chercher ce refuge discret avant d'en appeler à la loi. Ici encore, les traditions judiciaires complétaient de la magie. Le Gragas islandais condamnait sévèrement les charmes malveillants, voyant dans leur usage une menace directe contre la communauté. Ainsi, la jurisprudence reconnaissait que ces sorts avaient un poids réel aux yeux de tous. Les découvertes archéologiques viennent étayer ces pratiques, tout en gardant leur mystère. De petits sachets contenant des herbes séchées, des osselets enveloppés de tissus, ou des plaques métalliques aux inscriptions cryptiques ont été mis au jour. Ces objets correspondent aux descriptions littéraires, sans permettre de reconstituer précisément les rituels.
Il rappelle toutefois que l'amour et la séduction pouvaient mobiliser autant les gestes quotidiens que les tentatives plus ésotériques. À côté des charmes lourds de conséquences, il existait des rituels beaucoup plus doux, utilisés surtout par les jeunes, comme lancer des fleurs dans un ruisseau pour observer si elles coulaient ensemble ou se séparaient. Ces gestes ne couraient aucun risque et jouaient davantage le rôle de petits signes de divination, un jeu sérieux mais sans danger en comparaison du seydre. Les missionnaires chrétiens condamnèrent vite ces pratiques. Les volvas, autrefois respectés, furent assimilés à des instruments diaboliques. Pourtant, certaines traditions persistèrent discrètement, parfois maquillées en prières adressées à des saints. Bien des formules furent simplement adaptées, gardant leur fonction protectrice ou amoureuse, tout en changeant de figure spirituelle. Les sagas révèlent la contradiction constante. On craint la magie, mais on l'utilise dans les moments de désespoir. Elle pouvait passionner ou effrayer, agir comme dernier recours là où la poésie, les cadeaux ou la justice avaient échoué. Et c'est bien cette incertitude qui fit qu'en pratique, beaucoup préféraient rester sur des voies plus sûres pour séduire et protéger leur réputation. La magie, fascinante et dangereuse, restait une corde de plus à l'arc des Vikings, mais elle n'occupait pas la vie quotidienne. Celle-ci, avec ses contraintes ordinaires, son rythme partagé et ses rares espaces privés, dessinait un autre décor bien plus permanent, et souvent bien plus exigeant. Chapitre 13. La vie quotidienne et l'intimité. Dans la réalité quotidienne des longues maisons, l'intimité n'était jamais acquise. Ces grandes bâtisses abritaient familles, serviteurs et parfois même animaux, sous un seul toit. Les bruits, les odeurs et les conversations se mélangeaient, et il était presque impossible d'échapper au regard ou à l'oreille d'autrui. Même les gestes les plus ordinaires étaient partagés, rendus visibles et audibles par la simple organisation de l'espace. La vie s'ordonnait autour du foyer central, point vital pour la chaleur et la cuisine. On dormait sur les bancs latéraux qui, une fois couverts de paillasses et de fourrures, devenaient des lits improvisés. Un couple pouvait tendre une tenture pour s'isoler, mais ce mince tissu n'arrêtait ni le bruit ni les rumeurs. Chaque respiration, chaque chuchotement passait facilement d'un espace à l'autre, et même les disputes domestiques devaient être retenues, car elles devenaient aussitôt collectives. Les repas confirmaient cette absence de vie privée. La nourriture était préparée et consommée devant tous, autour du feu, dans une hiérarchie codée. On se plaçait selon son rang, les portions étaient distribuées avec rigueur, et les toasts prononcés marquaient publiquement les liens entre époux et convives. Un geste comme servir la bière à son mari était plus qu'un acte domestique. C'était une scène symbolique, observée par toute l'assemblée. Trouver des instants de complicité demandait ruse et prudence. Les jeunes amants sortaient chercher de l'eau ou ramasser du bois pour se ménager des moments à l'écart. Les sagas en gardent quelques traces, décrivant ces rendez-vous furtifs dans les granges ou à la lisière des bois. Mais chaque absence était vite remarquée. Chaque rougeur de joue ou empressement inhabituel pouvait soulever des soupçons. Dans ce cadre, l'amour devait se cacher dans les interstices du quotidien. Les plus riches bénéficiaient de quelques aménagements supplémentaires, comme de petites alcôves séparées par des rideaux ou des cloisons de bois. Mais même dans ces demeures plus élaborées, un serviteur, un invité ou un enfant pouvaient entrer à tout moment. La vie restait profondément publique. Les rares lieux d'échappée, comme les bains collectifs, offraient une forme paradoxale de solitude. Entouré de vapeurs et de corps présents, chacun pouvait pourtant se consacrer à soi-même, dans une atmosphère où la parole devenait plus libre. Dans une telle société, grandir signifiait apprendre à partager sans cesse ses gestes et ses paroles. Les enfants assistaient à tout, du travail des adultes jusqu'aux échanges les plus intimes. Cette expérience nourrissait une culture où la maîtrise du langage devenait indispensable. Plutôt que d'exprimer directement ses émotions, on apprenait à les suggérer à demi-mot, par le silence ou le regard. La poésie codée, les kennings et les non-dits prenaient racine ici, dans un univers où la communication devait contourner l'excès de promiscuité. Les objets de la vie quotidienne reflétaient aussi ce besoin de préserver une petite sphère de soi-même.
Peignes, miroirs portatifs ou boîtes à onguents servaient à maintenir l'apparence dans un milieu où chacun observait chacun. Les coffres personnels, souvent fermés par des serrures soignées, protégeaient de modestes biens, mais aussi quelques secrets, lettres, bijoux ou accessoires intimes. Ces coffres signalaient la limite fragile entre l'univers commun et le domaine privé. Dans une société où la frontière entre le public et le personnel restait floue, ces petits espaces clos prenaient une importance démesurée. C'étaient eux qui offraient un semblant de protection à l'individu et rappelaient qu'au milieu du collectif, il subsistait toujours une part d'identité distincte. Et parfois, c'est un simple objet à première vue banal qui condensait toute cette valeur silencieuse. Chapitre 14. Les kits de toilette, accessoires de statut. Parmi tous ces petits objets du quotidien, les kits de toilette occupaient une place particulière. Ils ne servaient pas seulement à se peigner ou à retirer une poussière gênante, ils signalaient, d'un coup d'œil, qui vous étiez dans la hiérarchie sociale. Dans votre bourse, aux côtés de votre couteau et de votre briquet à silex, un simple peigne devenait un marqueur de statut presque aussi visible que vos armes. Les fouilles archéologiques confirment cette importance. Dans les tombes d'hommes libres, on retrouve régulièrement des ensembles complets. Un peigne finement taillé, une petite pince à épiler, un cure-oreille, parfois un cure-ongle. Ces accessoires étaient liés entre eux par une lanière de cuir et portés à la ceinture pour rester accessibles à tout moment. Certains exemplaires sont richement décorés, motifs d'entrelacs, têtes d'animaux, ou encore quelques runes discrètement gravées, comme si la toilette relevait aussi d'une protection magique. La matière utilisée disait autant que l'objet lui-même. Un peigne en bois ou en corne traduisait un usage modeste. Les modèles en os poli, surtout de cerf ou d'élan, témoignaient déjà d'un certain standing. Et trouver un peigne en ivoire de morse, matériau importé à grand prix depuis les régions arctiques, revenait à tenir un signe extérieur de richesse. Quant aux rares pièces en métal, elles appartenaient aux chefs et aux marchands les plus prospères. Ainsi, se coiffer ressemblait à un langage silencieux. Par la texture de l'outil que vous sortiez, chacun savait en un instant à quelle sphère sociale vous apparteniez. Imaginez-vous quelques instants, vous approchez d'une assemblée, les regards se tournent déjà vers vous, et vous sortez calmement votre peigne d'ivoire pour discipliner votre barbe. Chaque geste, mesuré et régulier, dit sans un mot que vous maîtrisez votre apparence comme vous maîtrisez votre rôle d'homme libre. Se présenter ainsi, soigné et serein, préparait autant le discours à venir que les vêtements que vous portiez. Les esclaves, eux, n'avaient pas ce privilège. Quand ils ne se contentaient pas de leurs mains nues, ils utilisaient de grossiers morceaux de bois. Leurs cheveux emmêlés, leur barbe en désordre, traduisaient non pas un choix, mais une condition imposée. Leur apparence marquait volontairement la frontière avec leur maître, en rappelant ce à quoi l'absence de statut condamnait. Cette distinction se retrouve dans les sépultures. Le site de Birka, en Suède, offre de nombreux exemples. Les guerriers enterrés avec leurs armes étaient presque toujours accompagnés de leurs peignes. Certains possèdent même plusieurs pièces, signe que cet objet ne devait pas les quitter, pas même dans la mort. On en retrouve aussi dans les camps militaires en Angleterre, en Irlande ou en Russie. Même en pleine expédition, loin de leur foyer, les Scandinaves emportèrent leur nécessaire de toilette, preuve que l'entretien du corps représentait une part intégrale de leur identité. La fabrication de ces instruments révèle également leur importance. Des ateliers de spécialistes produisaient des peignes en série, mais certains artisans urbains réalisaient des exemplaires raffinés, destinés à circuler à travers toute l'Europe du Nord. Les fouilles de Ribe, au Danemark, ont mis au jour un véritable quartier de tabletiers, où les peignes faisaient partie d'un commerce actif, tout comme les bijoux et les armes. Les femmes possédaient leur propre version, souvent plus décorative encore. Un peigne faisait partie du trousseau offert lors des noces, et sa facture reflétait la prospérité du foyer. Une épouse bien coiffée représentait autant la réputation de son mari qu'un banquet réussi. Les lois scandinaves n'ignoraient donc pas cette symbolique. Le code norvégien du Gulating évoque le peigne comme attribut normal d'un homme libre. Il ne faut pas y voir une obligation matérielle stricte,
mais bien une indication culturelle. Se présenter sans soins prolongés pouvait être compris comme une négligence sociale ou un signe d'indignité. A l'inverse, offrir un beau peigne à un inférieur revenait à reconnaître sa valeur grandissante. Ces objets modestes jouaient donc un rôle essentiel dans les interactions publiques. Se peigner en pleine assemblée ou avant une bataille, c'était affirmer sa qualité d'homme libre, sa maîtrise de soi et son droit à être entendu. Les sagas y font souvent allusion. Un héros dont la barbe devient négligée glisse vers la disgrâce, tandis qu'un homme qui prend soudain soin de son apparence annonce par ce geste une ascension prochaine. Les kits de toilette rappelaient ainsi que, dans le monde scandinave, l'hygiène était un langage, un signe constant adressé aux autres. Et si un simple peigne pouvait marquer la frontière entre liberté et servitude, vous pouvez imaginer quelle importance prenaient les gestes de préparation avant les grands événements collectifs. Chapitre 15. Les rituels avant les batailles. Avant un combat, les Vikings ne se contentaient pas d'affûter leurs lames. Ils se préparaient selon des rituels scrupuleux qui mêlaient purification, discipline et mise en scène. La veille d'une bataille, les hommes se lavaient soigneusement, taillaient leurs barbes, tressaient leurs cheveux. Ce n'était pas une question d'élégance, mais une manière de se rendre digne aux yeux des dieux et des ancêtres. Un guerrier, propre montrer qu'il était prêt à paraître devant les puissances, qu'il survive ou qu'il tombe sur le champ. Les sagas sont précises sur ces instants. Un combattant frottait le métal de son épée avec la même application qu'il consacrait à son corps. Les lames étaient huilées et polies, les cuirs assouplis, comme si l'équipement partageait la purification de son maître. Certains récits évoquent aussi des bains collectifs, les hommes se lavant mutuellement le dos dans un geste plus fraternel que pratique. Ces préparations liaient étroitement hygiène, magie et cohésion sociale. La propreté servait aussi de support spirituel. Les runes gravées sur les armes étaient censées protéger leurs porteurs, mais seulement si elles étaient tracées par une main propre et un esprit clair. Un homme souillé risquait de contrarier les forces invoquées. Ainsi, le lavement devenait l'équivalent d'un bouclier invisible. Les chefs insistaient avec autorité sur ces gestes. Un commandant négligé perdait le respect de ses troupes avant même le premier choc. Les chroniqueurs arabes du Xe siècle décrivent avec étonnement la discipline visuelle de ces chefs scandinaves, impeccables devant leurs hommes, même au milieu de la boue. Les archéologues confirment ces pratiques. Sur des sites de combat, on retrouve des peignes et des rasoirs tout près des armes, comme si ces accessoires avaient été conservés jusqu'à la dernière heure. À Repton, en Angleterre, au sein d'une grande fosse funéraire viking, des guerriers furent enterrés avec leur nécessaire de toilette. Se préparer avant une bataille avait donc autant de valeur symbolique que psychologique. Rassurer soi-même et montrer aux autres que l'on était prêt, autant dans son corps que dans son esprit. Certaines traditions précédaient les expéditions maritimes. Avant d'embarquer, on se baignait dans la mer, sous la protection de Njörd, dieu des flots. Le bain salé marquait l'entrée dans une nouvelle phase, celle des risques et des vents. Les navires eux-mêmes pouvaient recevoir une aspersion d'eau, consacrant l'expédition tout entière. Dans les terres, en Norvège ou au Danemark, les variantes différaient, mais visaient le même but, un froid frottement de neige, un passage en vapeur brûlante, suivi d'une immersion glacée. Des moyens différents, une intention commune, endurcir le corps et clarifier l'esprit. Le matin du combat obéissait à un protocole immuable. Les hommes se levaient avant l'aube, exécutaient ablution et rasage avec méthode, puis tressaient leurs cheveux pour qu'aucune mèche ne gêne la vue. Chaque détail, si futile qu'il paraisse, témoignait d'un respect pour soi et pour les autres, et préparait surtout à l'éventualité d'apparaître devant Odin. Participer à ces rituels, c'était déjà entrer dans la bataille, avant le premier cri. Les plus jeunes participaient à ce moment particulier. Ils aidèrent les vétérans à ajuster leurs armures, nettoyaient leurs casques, peignaient leurs barbes. En retour, les anciens leur transmettaient des paroles brèves, des rappels de courage. Ces gestes simples canalisaient l'attention, soudaient le groupe
et affirmaient leur préparation spirituelle collective. Le matin résonnait de bruits modestes, mais lourds de sens. Le grattement régulier d'un peigne sur une chevelure, le frottement des cuirs huilés, comme une musique sourde annonçant l'affrontement. Et ces habitudes, bien qu'ancrées dans la sphère guerrière, ne passaient jamais inaperçues à l'extérieur. Car lorsqu'ils se présentaient sur des terres étrangères, après une telle préparation, c'était une image nette et frappante qu'ils laissaient à leurs voisins. Chapitre 16. Les Vikings et leurs voisins. Les chroniqueurs francs et anglo-saxons furent de souvent surpris. Ces hommes venus du nord n'arrivaient pas couverts de crasse, mais vêtus de tuniques lavées et les cheveux soigneusement rangés. Leur apparence créait une sorte de décalage. Dans un univers où la saleté restait associée aux paysans et où l'Église encourageait parfois l'oubli du corps, voir des étrangers païens paraître devant des rois chrétiens, avec une propreté presque ostentatoire, produisait une impression singulière. Cela ne décida pas à lui seul du succès diplomatique scandinave, mais ce détail visuel agit comme une rupture d'attente qui rendait les rencontres plus favorables. Le témoignage du moine de Saint-Gall, par exemple, raconte comment en 826 des envoyés danois se présentèrent à la cour de Louis le Pieux. Le chroniqueur souligne leurs vêtements raides de propreté et la brillance de leurs cheveux, qui contrastaient avec l'allure fatiguée des dignitaires francs. La crédibilité des Scandinaves en fut renforcée. Bien sûr, leur accueil dépendait aussi d'armées en arrière-plan et de négociations précises, mais ce détail corporel donna un avantage psychologique indéniable. Les récits anglais offrent des anecdotes similaires. Certaines garnisons refusèrent de croire les éclaireurs qui signalaient l'approche de barbares. Ces hommes leur semblaient trop bien mis pour être des pillards. Les Scandinaves usèrent parfois de cette confusion, se présentant d'abord comme marchands avant de révéler leur véritable fonction. Ici, l'hygiène devenait moins une politesse qu'un masque stratégique. Du côté des populations locales, les réactions étaient contrastées. Les femmes anglaises, selon plusieurs chroniques, semblaient apprécier cette différence. Des unions entre Danois et Anglaises furent assez fréquentes pour inquiéter les autorités. Des clercs dénoncèrent une séduction païenne par la propreté. Et même le roi Ethelred fit promulguer des tentatives d'interdiction de ces mariages mixtes. Ces mesures restaient ponctuelles, loin de constituer une loi universelle, mais elles prouvent l'existence d'un phénomène jugé alarmant. Les marchands scandinaves exportèrent aussi cette image. Dans les zones slaves, à Novgorod ou Kiev, ils étaient connus pour se laver avant chaque négociation. Les chroniqueurs russes mentionnent cet usage comme un gage de sérieux. Dans un monde où la parole donnée valait contrat, un corps soigné ajoutait de la crédibilité. Là encore, il s'agit d'un comportement plus culturel que miraculeux. Les Varegs savaient que leur discipline corporelle inspirait confiance. La dimension diplomatique apparaît aussi dans les chroniques concernant Ragnar, qui en 845 envoya des émissaires splendides à Charles le Chauve. Les notices médiévales décrivent leur propreté comme une arme psychologique qui poussa le roi à négocier plutôt qu'à les éliminer. Mais il faut se souvenir que ces récits mêlent réalité et rhétorique, exagérant parfois le contraste entre francs fatigués et envoyés impeccables. Néanmoins, l'anecdote illustre bien que les chefs scandinaves savaient utiliser l'apparence comme un outil supplémentaire dans leur stratégie. Cet aspect se retrouve dans les fouilles archéologiques. À Hedeby, sur les marchés, on produisait en nombre des peignes et rasoirs, probablement destinés autant aux voyageurs scandinaves qu'aux échanges avec les voisins. À York, la densité d'objets de toilette est nettement plus forte dans les quartiers danois que dans les zones anglo-saxonnes. Ces traces matérielles confirment que la différence d'habitude ne relève pas uniquement d'une rhétorique hostile ou admirative, mais s'incarne dans la culture matérielle quotidienne. Cette discipline hygiénique joua parfois un rôle discret mais réel dans les processus d'intégration. Dans le Danelaw anglais, les colons scandinaves furent plus facilement acceptés que d'autres conquérants grâce à leurs habitudes de toilette, perçus comme signe de distinction et de sérieux. De même, dans l'espace slave, leur réputation de « propre » soutenait leur statut de partenaires commerciaux fiables. Les différences culturelles demeuraient, mais une apparence entretenue adoucissait le choc.
Quand le christianisme s'imposa plus fermement, une tension se fit sentir. Les moines valorisaient souvent la saleté comme signe d'ascèse, ce qui heurtait les Scandinaves, pour qui le bain restait une habitude nécessaire. Les bains publics survécurent en Islande, parfois au mépris des interdits ecclésiastiques, rappelant à quel point cet aspect touchait à l'identité. Ainsi, la propreté des Vikings n'était pas un détail anecdotique. Elle influençait leur image, jouait dans les échanges diplomatiques et commerciaux, marquait leurs différences et facilitait parfois leur implantation hors de Scandinavie. Mais cette perception, si frappante aux yeux des contemporains, allait peu à peu être déformée ou oubliée, laissant place à une caricature bien différente. Chapitre 17. La légende des Vikings propres. C'est ici qu'apparaît ce qu'on appelle la légende des Vikings propres, une histoire longtemps effacée avant de revenir lentement à la surface. Les sources médiévales, vous l'avez vu, décrivaient déjà leurs soucis d'hygiène. Mais au fil des siècles, couches après couches, l'image a été modelée par des regards extérieurs qui n'avaient guère d'intérêt à transmettre la réalité. Les premiers filtres vinrent des chroniqueurs chrétiens du Moyen Âge. Leur but n'était pas de dresser un portrait fidèle, mais de peindre les Scandinaves comme des barbares, renforçant ainsi, par contraste, la valeur et la pureté supposées de leur propre monde. Certains textes ponctuels notaient pourtant leur propreté, comme cette comparaison du XIIIe siècle entre Danois soignés et Anglais, plus négligés. Mais ces récits circulèrent peu. Ce sont les histoires plus sombres et sensationnelles qui furent recopiées et transmises, préparant déjà la caricature future. Le XIXe siècle acheva véritablement de sceller ce cliché. L'époque romantique adorait les figures du sauvage noble, mi-poétique, mi-terrifiant. En Suède ou au Danemark, des artistes représentaient des vikings aux cheveux en bataille, aux barbes longues et mal entretenues. Cette esthétique séduisait le public. Elle convenait aux toiles héroïques et aux récits du temps. Mais elle éteignait presque totalement la mémoire d'une culture attentive à l'apparence et à l'ordre du corps. Au XXe siècle, le cinéma vint amplifier ce masque. Dès les productions hollywoodiennes des années 1950, les Vikings filmés apparaissaient hirsutes, vêtus de peau grossière, couverts de sueur et de poussière, sans souci des découvertes archéologiques sur les peignes, les savons ou les bains. Les spectateurs s'habituèrent à croire que c'était l'image authentique, à tel point qu'aujourd'hui encore, la quasi-totalité des représentations populaires des Vikings continue de perpétuer cette vision crasseuse. Si vous souhaitez les chiffres précis, je vous les indique dans la description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Les autres médias ont suivi la même logique. Jeux vidéo, bandes dessinées, albums jeunesse. Dans l'immense majorité des cas, les personnages nordiques apparaissent sales, couverts de sang ou de poussière. Même quand les concepteurs étaient informés des données archéologiques, ils choisissaient l'effet spectaculaire plutôt que l'exactitude. Résultat, nos images mentales des Vikings viennent bien plus de l'art et de l'industrie culturelle que de l'archéologie. Quelques exceptions existent. Certaines sagas graphiques modernes montrent à nouveau des personnages qui se coiffent ou se lavent. Des séries télévisées récentes, comme Vikings ou The Last Kingdom, ont parfois introduit quelques scènes d'hygiène. Mais ces détails restent marginaux et l'emprise du cliché demeure forte. C'est pourquoi nombre de chercheurs et de reconstituteurs redoublent d'efforts. Lors des festivals, ce sont les miroirs, les peignes et les bassines qu'ils essaient de mettre en avant. Les musées aussi commencent à exposer davantage ces accessoires du quotidien. Et surtout, la recherche scientifique continue d'apporter des preuves tangibles. Analyses chimiques sur les peignes, études des restes humains révélant moins de parasites que dans les populations voisines. Chaque découverte confirme l'importance des pratiques d'hygiène chez les Scandinaves. Ce sont des données solides, mais elles peinent encore à rivaliser avec près d'un millénaire d'habitudes imaginaires. Pourtant, les choses évoluent. Sur les réseaux sociaux, certains vulgarisateurs présentent désormais ces preuves directement au grand public. Des vidéos pédagogiques expliquent comment un simple peigne devient une preuve archéologique du soin de soi. Les reconstitutions historiques démontrent que l'image du Viking propre retrouve peu à peu sa place. Il suffit de lire les réactions étonnées de nombreux visiteurs,
pour comprendre combien ce sujet reste méconnu. En définitive, le cliché aura tenu parce qu'il servait des récits séduisants et spectaculaires. Mais aujourd'hui, les passionnés et les chercheurs se battent pour réinstaller la nuance. Peut-être que dans l'avenir, vos enfants verront dans un film un viking se coiffer avant de prendre son épée, plutôt que d'apparaître trempé de sang et couvert de poussière. Car la vérité, toujours plus tenace que les images, finit par revenir au jour. Et vous, maintenant que vous connaissez cette autre facette, il reste à réfléchir à ce que cela change dans votre vision des Vikings eux-mêmes. Conclusion. Dans cette société scandinave, 3 repères structuraient le quotidien. L'hygiène comme signe de statut et outil politique, la poésie comme pouvoir de séduction et de réputation, et des lois étonnamment précises pour protéger ou sanctionner. Derrière l'image du barbare, on retrouve une civilisation attentive à la maîtrise de soi et au regard des autres. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus étonné et de quel endroit vous regardez. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez en description quelques références utiles. Maintenant, tamisez les lumières, respirez doucement et laissez ces visions de peigne, poèmes et bains vous accompagner.